suis Sandy Tubeuf, professeure en économie de la santé à l'Université catholique de Louvain. Je suis aussi chercheur associé à deux instituts de recherche, l'Institut de recherche santé-société et l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale. Dans cette vidéo, nous avons décidé de parler de la vaccination. La campagne de vaccination bat son plein en Belgique. En mai, nous avons passé le cap des 4 millions de personnes vaccinées avec une première dose. Avec maintenant presque 40% de la population qui a reçu une première dose, la Belgique se positionne parmi les 5 premiers pays d'Europe. Donc, comparativement à ses voisins, la Belgique réussit sa campagne de vaccination. Cependant, alors que le mois d'avril a vu 2 millions de personnes vaccinées, c'est autant que le nombre de personnes qui avaient été vaccinées durant les 3 premiers mois où la vaccination venait de commencer. D'autres stratégies auraient pu être envisagées et c'est de cela dont nous allons parler dans cette vidéo. J'ai moi-même travaillé sur la question de la vaccination dans une perspective belge, avant même que nous ayons un vaccin disponible et efficace au niveau mondial. Avec des collègues belges de l'Université de KU Leuven et de l'Université de Maastricht, nous avions mené une expérimentation afin de révéler les préférences de la population sur les groupes qui devaient être vaccinés en premier dès le moment où le vaccin serait disponible. Avant de parler de mes travaux, nous vous proposons d'entendre l'éclairage de deux autres chercheurs qui ont eux aussi travaillé sur la question des stratégies de vaccination. Le premier intervenant est Miguel Oliu-Barton. Il est professeur en mathématiques et économie à l'Université Paris-Dauphine. Miguel travaille sur la modélisation et l'analyse des comportements. Dans le contexte de la Covid, il s'est intéressé tant à la question de la contagion qu'à la question de la vaccination. Ensuite, le second intervenant est Gianluca Manzo. C'est un sociologue. Il est chercheur au CNRS et rattaché à l'Université de la Sorbonne. Il s'intéresse surtout à l'importance des réseaux dans les phénomènes sociaux. Dans le contexte de la Covid, il a étudié comment le réseau social permettrait de lutter contre la pandémie et de guider la stratégie de vaccination. Alors, depuis le mois de mars 2020, j'ai travaillé avec un collègue économiste sur la gestion de la pandémie, en particulier sur les stratégies de sortie. On s'est rendu compte très vite que, évidemment, le virus ne frappe pas de la même façon toutes les zones et que donc il convenait de distinguer entre différents départements, régions, pays, en fonction de l'incidence épidémiologique. Et donc, on s'est aperçu que le fait de séparer des zones permettait à la fois de désynchroniser la progression du virus. Donc, ça veut dire qu'on permet à une zone d'aller vers un salut beaucoup plus vite que si elles étaient ensemble. Les gens se vaccineraient plus volontiers quand ils voient vraiment le danger de façon imminente. En revanche, les zones où le virus circule peu, on pouvait les protéger autrement, c'est-à-dire en contrôlant les accès, soit en exigeant un test négatif, un certificat d'immunité, un vaccin éventuellement, un certificat sanitaire. On a fait des études, un peu des simulations sur des graphes de comment se répand le virus, et c'est là où c'était assez clair que viser les personnes centrales dans le réseau de proximité physique était beaucoup plus efficace parce qu'on pouvait faire diminuer la circulation du virus de manière plus rapide et donc protéger tout le monde, aussi bien ceux qui se vaccinent que ceux qui, on les comprend, ne souhaitent pas se faire vacciner. Alors d'une part, je dirais que l'Europe aurait pu, en termes de distribution vaccinale, s'appuyer aussi sur l'armée et sur les cliniques privées, sur d'autres instances que le secteur public qui, on le sait, n'est pas toujours très efficace. Et deuxièmement, en termes de priorité vaccinale, je dirais qu'il y a eu une extrême prudence du fait que ce n'était pas démontré scientifiquement que le vaccin empêchait la transmission. Et de ce fait, toutes les stratégies vaccinales européennes, ou presque la totalité, se sont concentrées sur seulement un critère qui est la vulnérabilité. Or, le risque de faire une forme grave de Covid ne dépend pas que de la vulnérabilité, ça dépend de la vulnérabilité et de l'exposition au virus. Les pays européens auraient pu au moins discuter de façon plus systématique des stratégies axées sur la réduction de la propagation du virus, peut-être prenant un risque ou faisant le pari que les vaccins avaient également la capacité de réduire la propagation du virus, peut-être pas de façon directe en évitant l'infection, mais au moins de façon indirecte en réduisant la charge virale des personnes vaccinées et éventuellement infectées par le virus, en protégeant
les individus qui sont les plus exposés socialement, notamment les jeunes, notamment les personnes actives sur le marché du travail et en particulier certaines occupations particulièrement exposées, et bien en protégeant ces individus de façon indirecte, on aurait également protégé les personnes à risque qu'on a voulu protéger. Ce qui est extrêmement important à comprendre dans la dynamique de diffusion d'un virus, c'est la structure des interactions sociales sous-jacentes. Et ce que nous avons pu démontrer empiriquement, c'est que tous les individus n'ont pas la même quantité d'interactions sociales quotidiennes, et donc tous les individus ne sont pas exposés au même risque d'infection, et une fois qu'ils sont infectés, ne sont pas exposés au même risque de mettre en danger les autres. Et donc, une fois qu'on a pris au sérieux cette différence dans le nombre de contacts sociaux que les individus ont, nous avons pu montrer par des simulations informatiques que le fait de cibler de façon prioritaire les individus ayant le plus grand nombre d'interactions au quotidien a un impact sur le ralentissement de l'épidémie beaucoup plus important que quand on essaye ou bien de cibler toute la population ou bien des catégories spécifiques, mais dans leur totalité au sein de la population. Donc, notre étude a été menée en octobre. Donc, c'était avant même, en fait, qu'il y ait un vaccin qui soit disponible. Donc, dans notre étude, on faisait l'hypothèse qu'il y aurait un vaccin qui serait efficace pour tout le monde, qui aurait les mêmes propriétés. Et donc, on envisageait différentes stratégies. Donc, par exemple, vacciner les plus malades, donc les gens qui étaient à risque grave d'avoir une forme grave de Covid, vacciner les professions essentielles, ceux qui avaient continué à travailler durant la pandémie, vacciner ceux qui coûteraient peut-être le plus cher à la population, parce que s'ils ne travaillent pas parce qu'ils sont malades, eh bien en fait d'autres choses, ça nous coûte à la société, ou des gens qui seraient des forts propagateurs, et ainsi. En fait, on a identifié 8 stratégies différentes, 5 d'entre elles qui étaient sur des sous-groupes de la population, et 3 autres qui sont plutôt des stratégies que l'on utilise quand on cherche à réfléchir à l'allocation des ressources quand il y a en fait un problème d'offre. On n'a pas assez d'offres, mais on a une forte demande. Et donc, ce qui est intéressant dans notre étude, c'est qu'on proposait aux individus, aux Belges qui répondaient, de classer toutes ces stratégies de leurs préférées à celles qui les intéressaient le moins ou qui trouveraient le moins acceptable. On classe plutôt en premier la vaccination des malades, donc des gens qui ont une maladie chronique. Ensuite, la vaccination des personnes plus âgées. Donc, dans notre cas de figure, c'était des personnes de plus de 60 ans. Et ensuite, la vaccination des professions essentielles. Et à l'extrême, en fait, de ce classement, ils ne sont pas du tout intéressés par une vaccination, en fait, du premier arrivé ou du premier servi, ou une vaccination du plus offrant, donc quelqu'un qui paye pour son vaccin. Et un tout petit nombre d'entre eux, en fait, pourraient choisir la loterie, mais on est en train de parler d'ici d'une personne sur 10. Dans un second temps, on a présenté en fait un modèle à choix discret, c'est-à-dire qu'on présentait des individus qui étaient décrits sur les 5 caractéristiques, être ou ne pas être un malade chronique, avoir ou pas 60 ans, être ou pas une profession essentielle, coûter un certain montant à la société et être un plus ou moins fort propagateur. Et donc en décrivant ces individus, en les présentant 2 à 2, les participants à l'enquête devaient nous dire lequel des 2 ils vaccineraient. Et ce qui était vraiment intéressant ici, c'est que, alors que 2 caractéristiques étaient vraiment les mêmes, par exemple, les individus étaient tous les 2 des professions essentielles et tous les 2 coûtaient le même coût à la société, ils étaient décrits différemment en fait sur les 3 autres caractéristiques. Et cela nous a permis vraiment d'aller voir à quoi les participants donnaient de la valeur. Est-ce qu'ils allaient plutôt vacciner des gens qui avaient plus de 60 ans, des gens qui avaient moins de 60 ans, des malades chroniques et des non-malades chroniques? Et là, nos résultats changent assez fortement par rapport en fait au rangement des stratégies, parce qu'en regardant les individus, eh bien là ils vont donner beaucoup plus de valeur au fait d'être une profession essentielle et d'être un malade chronique, mais plus autant à l'âge. Et au contraire, le fait d'être un propagateur de virus devient très important en fait pour savoir si on vaccine quelqu'un ou non.
Donc derrière cela, on se rend compte que la population est divisée en deux groupes. Un groupe qui est plutôt utilitarien ou utilitariste. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Des individus en fait qui souhaitent aller vacciner. Tout d'abord, ceux qui vont diffuser le plus le virus dans la population, ou ceux en fait qui vont permettre à l'ensemble de la population d'être protégés plus rapidement, même s'ils ne sont pas encore vaccinés. Et de l'autre côté, un second groupe à peu près de la même taille, donc vraiment une division en deux groupes, où là, on retrouve des prioritariens, donc des gens qui veulent vacciner d'abord les malades chroniques et ensuite les personnes plus âgées. Donc, nous avons commencé cette vidéo sur la note positive des plus de 4 millions de personnes ayant reçu leur première dose de vaccin contre la Covid au mois de mai en Belgique. Il s'agit de première dose. Il va être nécessaire de fournir les secondes doses à toutes ces personnes-là et de continuer à vacciner plus de personnes avec une première dose. Il semble que la Belgique a changé sa stratégie de vaccination au cours des dernières semaines. Au départ, on ciblait les vulnérables. Maintenant, on a la liberté de s'inscrire sur des listes d'attente et de recevoir une première dose de vaccin, même quand on est plus jeune ou pas encore considéré à risque. Cela veut dire que l'on perd moins de vaccins, ce qui est précieux, et aussi que l'on va plus vite à essayer d'atteindre une immunité collective. Les stratégies qui ont été discutées dans cette vidéo semblent aussi montrer que plus vite la population sera vaccinée, plus l'on sera en mesure de faire face à de potentielles futures vagues ou de futurs variants du virus.